Merci de me passer la parole. Excellence, Monsieur les ministres, Excellence, Monsieur les sénateurs, Mesdames et Messieurs, chers invités, notabilité traditionnelle, chers auteurs, chers professeurs, merci de nous associer à cette importante aventure qui aurait été à la fois une expérience de retour aux sources par la remise de l'auteur, M. Okaletora, un initié, comme vous pouvez le constater de par mon décor. Au nom de Madame le directeur général des éditions Connaissances et Savoir, en ma qualité de directeur Afrique, je voudrais en quelques mots partager les grands moments de cette expérience de collaboration et d'aboutissement de cet important projet qui rentre, à mon humble avis, dans les sentiers de la revalorisation de la culture africaine et notamment le peuple Métis qui, de plus en plus, est affublé d'épithètes dissidentes ou alors est à la perte de l'ensemble des repères qui pourtant méritent d'être exposés à travers sa mémoire et les grands moments de ses migrations. Je dois dire que l'ouvrage que vous publiez aujourd'hui, alors que présente au public l'auteur Zoblor Okaletora, est une randonnée extraordinaire de ma mémoire d'éditeur. Je n'ai pas reçu un manuscrit qui associait autant de références dans la culture traditionnelle métis. Nous avons lu des mémoires des travaux de la Pultola, nous avons vu avec les nomos, nous avons vu avec d'autres auteurs, mais la particularité de cet ouvrage, à mon humble avis, aura été de remettre à l'ordre du jour l'ensemble des idées reçues qui entourent très souvent l'appréciation, la caractérisation de l'itinéraire des peuples métis. Nous avons donc aujourd'hui un ouvrage qui fait lire et fait relire la tradition et la culture métis. Je voudrais ici, peut-être pas trahir un secret, mais revenir sur les notes qui avaient été faites à partir des 3 comités de notre maison d'édition et qui ont plébiscité en termes d'originalité cet ouvrage. Vous savez qu'avant la publication officielle de l'ouvrage, dans le placement, nous avions eu des échos de tous les pays d'Afrique et même, je dirais, de tous les continents. Et à un moment donné, j'ai demandé à l'auteur est-ce qu'il ne fallait pas étendre cette expérience en termes de diffusion dans d'autres pays, parce que c'est une expérience, à mon humble avis, qui peut faire qu'à l'école. Au nom donc de Madame la directrice générale, à mon nom propre en tant que directeur Afrique, je voudrais adresser solennellement mes félicitations à l'auteur Bertrand Okaletora et par la tradition de reconnaissance officielle due à notre modus vivendi, je voudrais solennellement avant les autres indicateurs de prise de parole lui remettre son attestation d'excellence qui a été envoyée par les éditions Connaissances et Savoir de Paris. Je vous remercie et je voudrais prier le Zoblor de venir recevoir l'attestation. Merci. Attestation d'excellence. Les éditions Connaissances et Savoir et la collection Recherche, Imaginaire et Civilisation d'Afrique, abrégé RICA de France, attestent que M. Okaletora Claude Bertin a publié avec succès un ouvrage majeur de valorisation de la culture et de la civilisation africaine, dont le titre est Ethnogenèse et Onomastique Métis, à la découverte des Métis entre la Damawa et le golfe de Guinée en 2020.
soit 365 pages, soit 16 pages. Numéro ISBN 97 82 34 23 61 93 3. Cette attestation d'excellence est établie pour servir et valoir ce code de droit. Fait à Paris le 3 juillet 2022 et c'est signé conjointement par Madame le directeur général Anne Imad et le directeur Afrique, Dr. Louis-Aimé Gaffron. Merci. Je voudrais à présent me lever pour passer la parole au préfacier de cet ouvrage, le professeur Paul Abouna, qu'on ne présente plus un peu partout et même actif au niveau des médias. Il est anthropologue, comme vous le savez. Il travaille au département d'anthropologie naturellement à l'université de Yaoundé 1. Il est aussi écrivain et il a marqué les esprits récemment par, on va dire, un ouvrage sur le pouvoir de l'ethnie et de la démocratie au Cameroun. C'est juste citer une seule de ses publications, il en a plusieurs. Je voudrais, pendant que je me dirige vers lui, vous demander encore de chauffer la salle par une salle d'applaudissements. Oui, merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Je commencerai par quelques propos de civilité. Et en guise de civilité, je voudrais dire ma profonde et différente gratitude à monsieur le patriarche au Canada de m'avoir associé à cette entreprise de connaissance. Et je pense que c'est la deuxième fois qu'il le fait. J'ai pris part à la cérémonie dédicace de son premier ouvrage avec monsieur le professeur Onangini. Et je crois que ça mérite vraiment la gratitude. Et vous me donnez l'occasion, monsieur le patriarche, de me retrouver sur cette même table avec un parent, monsieur le professeur Alexis Bidibi. Et je vois également son frère dans la salle, le professeur Mbele Charles Rouman, et le frère, l'ami, le compagnon, le collègue, monsieur le professeur Achille Bella, bien évidemment, le compagnon également, le docteur Nanfoumon. Je vois également dans la salle, je suis obligé de le citer parce que c'est un parent, le chef de chez moi, mon père également, monsieur le sénateur Mama. J'ai également aperçu dans la salle le professeur Noir, Daniel Anissé Noir et le professeur Nandoulou. Et c'est parce que nous appartenons à la même communauté. Merci de m'avoir offert cette occasion. Je voudrais très rapidement, mesdames et messieurs, revenir sur la préface que j'ai écrite à l'occasion de la production de cet ouvrage. Je voudrais la relire en souhaitant qu'elle suscite le débat tout à l'heure, si jamais il y a une phase de questions et de réponses. À défaut même de susciter le débat ici, elle peut susciter cette phase-là, le débat ailleurs. Pour le livre, je commence donc, avant toute chose, un texte, c'est-à-dire le contenu manifeste du livre, un prétexte, c'est-à-dire la raison qui pousse l'auteur à la rédaction de l'ouvrage, un contexte, c'est-à-dire l'environnement social, politique et culturel dans lequel l'ouvrage est écrit, et enfin un paratexte, c'est-à-dire les éléments d'enveloppement du livre. Le texte et le prétexte relèvent de l'initiative et de la responsabilité de l'auteur. Pour m'avoir fait l'honneur de relire son texte avant publication et d'en rédiger la préface, l'auteur de ce livre m'offre, entre autres prérogatives, celle de faire une appropriation heuristique de quelques éléments paratextuels et du contexte de sa parution. Sur le paratexte, les besoins de cette circonstance d'écriture orientent mon propos sur les patronymes poétiques de l'auteur. Okale Toba, le premier, Okala, du radical Kala signifie attention, extrême prudence, protection. Le second,
et Toga, du radical Toga, ou Togo, signifie graisser, mettre, roi. Aussi, peut-on se risquer à comprendre au Kaletoga comme la protection minutieuse de ce qui est roi, ou encore l'extrême attention à mettre roi, ce qui est signeux. La signification ainsi formulée de ces patronymes de l'auteur traduit le secret des arcanes du projet héroïque porté par son livre. Projet dont la vocation consiste à ordonner les destins du passé des peuples petits, dont la profondeur historique et la distanciation faciale ont érodé les traces. À ce titre, la recherche dont cet ouvrage est le résultat constitue un véritable défi lancé à l'espace et au temps. Défi que l'auteur affronte avec pour seule arme une logique implacable. Logique qui l'amène à dilater l'espace et la consanguinité des petits actuels. Sur l'espace, il faut remonter les traces de ce peuple dans la région de la Gamawa avec des extensions dans le golfe de Guinée. Et concernant la consanguinité, au Kaletoga établit des connivences ontologiques pertinentes entre les petits et d'autres peuples tels que les Baveux, les Bassa, les Bakoko, les Fouté, les Tika, les Mwekia, les Baya, les Kouzime, les Fang, etc. Par cette trouvaille, il rejoint à l'échelle du Cameroun la thèse de la diaspora ethnique portée par l'anthropologue camerounais Paul Akona. Je parle de moi-même, 2020, mettant en perspective quelques peuples jadis frères, mais se trouvant aujourd'hui dans des cultures différentes. C'est-à-dire les femmes qu'on retrouve au sud, qu'on retrouve également à l'ouest sous l'ethnonyme Bafang, qu'on retrouve dans le nord-ouest sous l'ethnonyme Fang, Befang et Bifang. Les Tinga qu'on retrouve dans la région du centre à Yaoundé, qu'on retrouve également chez les Idiomes de Bachinga, qu'on retrouve dans le Mbam, qu'on retrouve également chez les Bamileke dans une chefferie qui s'appelle Fotinga. À une échelle beaucoup plus grande, l'ouvrage du patriarche au Kaletoga s'inscrit dans l'esprit et dans la lettre de l'unité culturelle africaine de Cheikh Anta Diop, dont il revendique implicitement l'héritage. Le parcours migratoire des peuples petits les inscrit dans la double clause d'ouverture et de fermeture qui les objective en une petitité en un multiple. Clause d'ouverture parce qu'ils sont ouverts à d'autres peuples et clause de fermeture parce que leur identité leur est propre. L'organisation sociopolitique, les systèmes onomastiques, l'anthroponymie, la toponymie, le système de dénomination des groupes, etc. Au-delà de toutes ces considérations purement formelles, le livre de M. Kaletoga se veut, comme par hasard, porteur d'une très forte charge symbolique par le nombre de ses chapitres, 13. Dans la Bible, ce chiffre est éminemment fondateur. Il se situe au centre de l'institution de l'Eucharistie, avec le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples, la veille de sa mort. Les disciples sont au nombre de 13, plus Jésus, ce qui fait 12 plus 1, 13. À l'image de l'Eucharistie, les 13 chapitres de ce livre, d'une portée ethno-anthropologique indéniable, inaugurent et fondent une nouvelle orientation dans les sciences sociales. Orientation beaucoup plus dominée par ce qui unit les peuples que par ce qui les oppose. Dans le contexte sociopolitique camerounais et africain actuel, dominé par le cancer, le mot cancer ici est entre guillemets, des replis identitaires de toutes sortes, cet ouvrage s'affirme comme une thérapie, car en le lisant, on comprend à partir de l'exemple petit que l'on vient toujours d'ailleurs, d'un ailleurs différent de là où l'on est aujourd'hui. Le Gadamayo, petit d'aujourd'hui, était un Lolo du Nord d'hier. Mesdames et messieurs, merci de votre bienveillante attention. Je voudrais demander à l'assistance de vous applaudir encore une fois, s'il vous plaît.
Je ne l'ai pas indiqué quand je présentais le programme. Sachez qu'il y aura tout de même une petite partie réservée aux questions. Donc, bien vouloir noter vos préoccupations. Mesdames, Messieurs, nous allons évoluer d'un pas. Je voudrais maintenant qu'on amorce l'étape qui nous permet d'entrer vraiment en profondeur dans cet ouvrage. On l'a dit, de 376 pages, 13 chapitres. Et pour mieux disséquer cet ouvrage, le comité de présentation de cette dédicace a bien voulu choisir 2 professeurs, 2 enseignants de haut vol pour cet exercice. Le premier est déjà avec nous dans cette salle. Il s'agit d'Achille Bella, bien évidemment, je l'ai indiqué, il est professeur. Il est enseignant au département d'histoire, notamment à l'école normale supérieure de Yaoundé. Il a soutenu il y a quelques années une thèse de doctorat PhD qui portait essentiellement sur l'institution universitaire au Cameroun, dynamique et performance d'une réalité plurielle. Je paraphrase. C'est un enseignant. Est-ce qu'on peut applaudir pour le professeur? Je commencerai d'abord par retourner la politesse à mon ami frère Paul Tabuna, avec qui nous entretenons une relation scientifique et partageons beaucoup de convictions, aussi bien politiques que éthiques. Cela dit, Monsieur le représentant du MINESUD, Sa Majesté, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, Monsieur le coordonnateur général du PAREC, chers professeurs, chers collègues, chers auteurs, patriarches, hommes, chers membres de la famille, autorités traditionnelles, civiles, militaires, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, je vous souhaite un excellent après-midi dans un beau lieu chargé d'histoire, qui est l'hôtel de ville qui se trouve être mon village, parce que je suis un indigène de cette ville. Je vous remercie, Dr Nikan Foman, Monsieur l'auteur, de m'avoir associé à cette cérémonie de dédicace et vous confesse, en vous témoignant l'honneur qui est mien de me saisir de cette tranche de communication afin que je puisse vous donner ma modeste quintessence de ce que je retiens de ce pavé qui est devant nous. Mesdames, Messieurs, si écrire relève d'une expérience intellectuelle, voire mystique pour un initié comme l'auteur, une expérience personnelle à partir d'une observation, d'une intuition, d'une assimilation des facteurs réels, une représentation ou une projection de l'être au monde et sur le monde, se faire le relais d'un regard neutre face à cette randonnée peut paraître comme une posture critique et teintée de soupçons, d'appréhension, voire d'interrogation. Vous comprenez ma délicate démarche qui peut se jouer entre l'audace, l'ignorance et l'adresse de mémoire de suivre devant un public qui porte des attributs de la culture élargie. Il est important de souligner que l'histoire des peuples a souvent eu un cachet d'une circulation des idées,
des savoir-faire, des savoir-dire, des savoir-être sur les motifs d'honneur ou de déshonneur, mais avec une expérience héroïque sculptée sous la toile historiographique des grandes migrations, indéniablement en constante délibération. En effleurant le sujet sur un peuple de la forêt, notamment les Bétis, la dette d'exégèse rappelle à ce sujet le fait que certaines voix se sont élevées avant celles de notre illustre auteur que nous célébrons cet après-midi. J'ai nommé le patriarche Zoglor Claude Bertin. Félicitations. Les travaux d'église d'Alexandre Guinet, de Bouchard, de Georges Balandier, de Tchala, de Claude von Morgan, de Sibert, de Henri Roy, d'Umbolo, de la butte Torra, et dans une large mesure de Jean-Tadi Manga, qui sera là parmi nous, qui a travaillé sur la théorie guillaumienne qu'il a appliquée à l'Ebondo, et de Vin, le père Anthony vient de répéter de moi, d'Oban, de Yakana, sans exhaustivité, pose les balises éclairantes et enrichissantes à ce sujet. En corrélation, une relation que le locuteur parlant a commis, dont le titre est Ethnicity, Regionalism and Social Historical Dynamism within the University Government in Cameroun, fait une entaille de la portée historique de l'ethnie. Je dois vous dire que personnellement, le terme ethnie, bien que ce terme soit plus ou moins cher, mon collègue Abuna, doit, à mon sens, être davantage considéré comme des concepts opératoires que nous devons appeler, qui doivent être révisés, parce qu'en réalité, ces concepts tels que ethnie, patois, au lieu de langue, sont des expressions d'une époque bien précise où les Occidentaux faisaient le distinguo entre les primitifs, c'est-à-dire nous, et eux, les civilisés. Parce qu'ils avaient une mission civilisatrice à notre égard. Ils avaient, vis-à-vis de nous, un devoir de civilisation, comme disait Rudyard Kipling, le fardeau de l'homme blanc était de nous amener à parachever notre processus d'hominisation. Parce que pour eux, nous avions des points communs avec eux, nous étions des bipèdes, parce que nous marchions avec 2 pieds. Mais notre processus d'hominisation n'était pas arrivé à son terme. Donc nous étions des êtres à mi-chemin de la bestialité et de l'humanité. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parlait de langue chez eux, chez nous, il fallait parler de patois. Lorsqu'il fallait parler de nation chez eux, chez nous, il fallait parler d'ethnie, il fallait parler de clan, et chez eux, c'était tout autre chose. C'est la raison pour laquelle, professeur Abuna, je vous invite à revisiter tous ces concepts opératoires, vous qui êtes anthropologue. En effet, comme je le disais tout à l'heure, l'ethnie constitue l'un des instruments mis au point par l'ingénierie coloniale pour démanteler et enrégimenter les anciennes structures sociales traditionnelles africaines. Ce dispositif a permis aux colonisateurs conquérants de soumettre le colonisé conquis que nous fûmes et de lui imposer un nouvel ordre politique, économique, social, culturel, idéologique, bref, ce que les Allemands ont appelé une nouvelle Weltanschauung, que sa logique administrative impérialiste sous-tendait. Cet outil de classification et d'organisation capitaliste des territoires et des groupes humains colonisés a acquis une notoriété sociologique considérable pendant la période coloniale. Celle-ci
à transcender la conjoncture, je dirais même des barrières temporelles de l'histoire, plus ou moins récente de l'Afrique, au point de devenir l'un des piliers de la gouvernementalité post-coloniale. Au seuil de ces considérations sociologiques, l'ancrage de l'essai revisité offre aux lecteurs que nous sommes visiblement à la quête des traces d'une mémoire endogène et exogène aux abords historiques des migrations de ce peuple de la forêt. Le prétexte des agrégats culturels et linguistiques devant cette épreuve solennelle ou cet élan de signes ethno-sémitiques, un contrat de communication en faveur d'une production dont le titre est Ethnogénèse et onomastique Béti à la découverte des Béti entre la Damar et le Golfe de Guinée, publié aux éditions Connaissance et Savoir de France, collection Recherche imaginaire et civilisation d'Afrique RETA en 2022 que dirige le docteur Nanfomo Poussé qui est du Cameroun et de l'Afrique. L'auteur Itoura Kokala, le patriarche des hommes l'homme, vient de jeter un pavé dans la mare. Un pavé dans la mare devient plus intéressant dans la mesure où il nous amène à nous questionner et à revisiter notre identité culturelle à partir non pas d'une dynamique du dehors, mais d'une dynamique du dedans, dans la mesure où il est un des locuteurs du peuple qui constitue l'objet de son étude. Il rallonge ainsi le rang des penseurs de la culture éthique dans sa problématique lignagère. Excusez-moi, le terme lignagère ici également est pour moi un concept opératoire qui, à mon sens, mérite d'être revisité et questionné pour le problématiser dans un contexte de localité entre les peuples. Comme je disais donc, sa problématique lignagère et philosophique, mais avec le soin du saut qualitatif et des constructeurs du mythe de la traversée de la Sanaga, abondamment partagé et de l'autre côté par nombre d'auteurs et d'autres thèses satellites, aussi bien par les Camerounais que les Occidentaux. En empruntant les escaliers du processus des relations entre les peuples, il s'appuie sur une poste avec fécondité et il actualise l'ethnogenèse, une théorie selon laquelle tout groupe ethnique se constitue par emprunt à plusieurs groupes antécédents, partant du postulat selon lequel toute culture est par essence ouverture. Quant à l'onomastique, elle est selon Patrick Tiran, je cite, la science des noms dont participe l'ethnomie. Elle fournit un matériau précieux aux linguistes. Je salue ici l'entrée de mon grand frère, l'illustre linguiste, le professeur Essono Jean-Marie, aux géographes, aux historiens, aux anthropologues, comme le professeur Abuna, aux spécialistes de l'évolution et de l'étude des contacts entre les cultures et les civilisations. D'où les questions qui sous-tendent cet ouvrage. Quels sont les berceaux et les séquences de formation et les étapes migratoires du peuple métis? Dans quelles circonstances s'est-il formé? Sur quelle base peut-on le reconnaître? Comment s'est-il formé? En quoi l'ethnogénèse a-t-elle un impact sur l'onomastique chez les petits? Quel nom va-t-on retenir pour désigner l'ensemble des petits groupes? Dans
une vie antérieure, avant que je m'intéresse à la problématique de l'université, je m'étais également questionné et j'avais trouvé un concept opératoire que les Occidentaux employaient pour définir ce que j'ai appelé la trilogie d'éthique pour les femmes. Ils employaient le terme power. Et lorsque j'ai fait des recherches, je me suis rendu à l'évidence que les populations concernées elles-mêmes ne se reconnaissaient pas dans ce concept. Et j'avais donc suggéré, à la lumière de quelques informateurs, le concept fondateur ECAM. Parce que quand on dit ECAM, le métier se reconnaît, le boulot se reconnaît et le femme se reconnaît. Pour répondre à ces questions des sciences socio-historiques aux indicateurs anthropologiques, la recherche documentaire, les enquêtes sur le terrain et l'observation ont été renforcées par les approches hypothético-déductives, graduelles et comparatives. Le choix de la langue de l'Ondo se fonde ici sur l'alphabet général des langues japonaises. L'auteur, le patriarche Zomlor Okara Etola, organise son pèlerinage intellectuel dans une symbolique initiatique de 3 parties. Une allusion suggestive dans une cosmogonie éthique. La première partie aborde l'étude préliminaire sur les groupes conquérants du Septentrion et la découverte des proto-bétis au sein des populations du Grand Mbam, avec à la clé 4 chapitres. Du premier où est posé le problème des principaux groupes conquérants, au deuxième consacré aux Voudés, que nous appelons chez nous les Moumouli. On découvre au 3e chapitre le défi d'identifier et de singulariser le groupe Béti. Le 4e, enfin, évoque les autres peuples habitant à rive droite de la Sanaga. Il s'agit d'une mise en bouche qui rassure le lecteur et retrace la trajectoire d'un peuple dont les liens et les références anthropologiques et historiques sont sur la balance de l'honneur et l'histoire. Quant à sa deuxième partie, elle examine la formation du groupe Béti. Mélange des peuples ayant franchi la Sanaga et de se retrouver sur place. Ce centre d'intérêt est organisé autour de 5 chapitres. Le premier chapitre suit les traces de la migration des bâtis et des étangs. Et pour les Occidentaux, ils emploient le terme Pawan, mais moi j'emploie le terme étang, sur la rive gauche de la Sanaga. À proximité, il aide les pans de voile sur les femmes au 2e chapitre et met un point d'honneur sur la formation du groupe Béti au 3e chapitre. Dans une synchronie méthodique et fait, l'auteur s'appesantit sur l'organisation socio-politique de Béti. Au 4e chapitre, il referme cette entaille en exposant quelques principes fondamentaux et caractéristiques de Béti. Les découvertes et la restauration de la valeur historique de ce peuple bénéficient des données d'une originalité remarquable. Enfin, la 3e partie, le monastique chez les écrans, c'est-à-dire les Béti ou femmes. Cette partie analyse symboles et les controverses scientifiques. 4 chapitres conduisent et structurent ce schéma d'orientation analytique et discursif avec une distribution et une répartition des facteurs anthropologiques
croisés aux marqueurs culturels de la langue. Le premier chapitre, aux familles, études les noms portent de personnes entendues du point de vue scientifique comme l'anthroponyme chez le deuxième chapitre scrute la géographie sous le registre de la toponymie. Le troisième chapitre, quant à lui, cherche les passerelles du système de dénomination des groupes chez les petits. Parce qu'en réalité, le petit ne s'est pas enfermé sur lui-même. Il s'est également intéressé à ce qui se passe, à ce qui se passait et qui se passe chez lui, autour de lui. Le dernier chapitre énonce quelques compréhensions idéologiques et le monastique du groupe des types de femmes que j'appelle les écans. Au bout du compte, cet ouvrage apporte des indicateurs lumineux sur le débat des origines des l'éthique. Selon l'auteur, contrairement à la thèse généalogique qui prétend que les l'éthique descendent d'un ancêtre commun dénommé Nanga, ou bien celle qui fait d'Africa l'ancêtre des Écans, ce peuple ressemble plutôt tous les pratiquants de la langue parlée. Rassemble autant pour moi plutôt tous les pratiquants de la langue Écan. Ils comprennent les membres des groupes Bati, Yambassa, Bassa, Bakoko, Bavek, Zouté, Uruburi, Tika, Makia, Maya, Femme et bien d'autres que je ne saurais citer ici, compte tenu du temps qui m'est imparti, qui ont d'abord occupé la zone de la Mésopotamie cantonaise, c'est-à-dire entre la Sanaga et l'Union, puis ont poursuivi leur marche vers la mer. La mer que l'on appelait à l'époque la route du sel. Ces différents tableaux, si on en juge de par leur effet psychologique, artistique, politique et socio-historique, promènent le lecteur entre le corps et les dégâts et les sentiers de la célébration consciente du récit mythique et magnifique des origines liées au peuple petit. La langue taillée aux armoiries philosophiques de l'ouverture, faut-il le souligner, s'abreuve aux sources d'une riche, passionnante culture traditionnelle et de marquage de la langue kérono, qui est l'une des langues petites, parce qu'il y a également d'autres langues petites, notamment les tôles, le mandisa et bien d'autres, faites d'images et de métaphores, de proverbes, une fenêtre ouverte au multiculturalisme et à l'interculturalisme. La littérature, dans le sens de la mémoire identitaire, avec l'ouvrage Ethnogenèse et Ethnomastique, à la découverte de l'éthique entre l'auteur, entre la Gamawa et le Golfe, passe le témoin à la plus raffinée et distinguée de l'auteur Claude Bertin, au Calédoran, au patriarche de Zone. Il exhume des vestiges d'un patrimoine anthropologique et historique des peuples de la forêt en général et des petits en particulier. Ce travail, qui, à l'évidence, va susciter d'autres coutumes face aux outils et aux idées reçues qui affurent les épithètes dissidentes, parfois même dégradantes, fait découvrir un peuple épris de liberté et de valeurs humaines susceptibles de dignifier les lignes identitaires favorables à l'éthique du vivre ensemble au Cameroun. Et Franz Kafka de renchérit, je cite, un livre doit être la hache qui brise la mer gelée entre nous. Pour le cas d'espèce, je crois que l'auteur a atteint cet objectif. Aussi, la
la joie d'effectuer ce voyage de lecture sur 374 pages, excusez pour le peu, publié aux éditions Connaissance et Savoir de France, égale-t-elle le plaisir de vivre l'avènement d'un jour nouveau, alors que l'orage des mémoires bêtises, sous-estimé, méconnu, mésestimé, s'apaise en cédant sa place au soleil historique des tropiques et concorde avec le décor sacré du présent, rappelant la trajectoire héroïque et singulière d'un peuple dont le sens commun de la célébration de l'homme de paix, de l'homme se caractérisant par son hospitalité légendaire, tisse depuis des millénaires l'âge de la responsabilité interculturelle au nom de l'hospitalité et du respect de la différence, de la tolérance entendue comme l'acceptation de l'autre dans sa différence. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre attention. Juste une petite correction. Je vous en prie. Un lapsus s'est glissé là où on a eu son objectif. J'ai présenté M. Unadams comme le secrétaire général du MINICEP. Il ne s'agit pas de ça. Il est plutôt secrétaire général du ministère de l'Éducation de base. Merci. Et je précise effectivement à l'attention de ceux qui viennent de se joindre à nous que les professeurs Laurent Sèche et Douglas Bois, ministre de l'Éducation de base, et Jacques Flamin-Longo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, sont bel et bien représentés dans cette salle. Le premier, le professeur Laurent Sèche et Douglas Bois, par son secrétaire général, et le second par un haut commis de l'État en service au ministère de l'Enseignement supérieur. Je signale également la présence d'une dignité traditionnelle importante, non moins sénateur dans le Parlement cantonais, c'est Sa Majesté Tan Mangassis. Merci d'applaudir pour cette dignité qui s'ordonne. Bien évidemment, nous avons les hommes là, notamment l'association des hommes là de Bancomo, ils sont là avec nous, qui ont pu reconnaître l'un d'entre eux, Grégoire Babada et d'autres qui sont avec nous dans la salle. Alors, nous allons passer à une autre articulation importante pour comprendre cet ouvrage, et nous restons d'ailleurs avec les professeurs, notamment ceux en service à l'école normale supérieure de Yaoundé. Je voudrais passer la parole au professeur Alexis Bienvenu de Lili. Je signale que lui aussi, il est écrivain, comme tous ceux qui ont pris la parole avant lui. Il s'est fait remarquer, entre autres, par les travaux de sa thèse qui portaient notamment sur l'environnement structural et enseignement au Cameroun. C'est un homme aussi bien connu du monde des médias, du monde de la culture. S'il vous plaît, peut-être pas un tonnerre, mais une salle d'applaudissement important pour Messieurs les représentants des ministres empêchés, Messieurs les hommes l'or, je devrais dire honorables hommes l'or, chers collègues universitaires, mesdames, messieurs, je voudrais commencer par exprimer toute ma gratitude aux hommes l'or, Kaletora, qui m'a fait l'amitié de m'associer à cette belle fête. Je voudrais particulièrement le remercier parce qu'il a bien voulu que je rédige la postface du livre qui nous réunit dans cette auguste salle aujourd'hui. Alors, bonne fois et le coup de ma collègue
Matatu bo emana kwa bayima bo minwa engundo ambukala kale toba kwa zambichi abote mangaman ay foliana atamina bayima kapina ko malang kala zomlo ya buminta amu kala zomlo te azu Sala Abu Bia, Azam de Bia, Ashubi and Bibelna, Santa Magnetti. Madina Carmina, Abu Sianga Popen, Ashubi, Isam a jacket cylinder, a homburger, Yemamber, a homburger, and Sao Soya Yamuna, and Sa Usanaga Yamuna, and Sayam Yamuna. Fada, Piatu Leki Yam. Itum benegalo abiaswa anfa ntao somwa ende ekalaria zomlo ka etoba hetilwa anebi fibaza amu anekalaria asi esia nyemo via angata bayala sikule wona la bido towa agakwa na angata bibel zeya na manbeti anfa ntao so eli moji nda pia danti yam example an fire yarali ende ikala wana a to bi table zeri ngalo we saya ngabo we osusuena pia dario asuna bisukui abumbileina etomo suya amayi makatili ende sadite zomlo ya ne suya o siete ingata de clear boban hala mayi makarna madame yakana akatari siete akala kuona zomlo kale toba nya ajuzubwa ndi yo yami malam kala zomlo etoke kale toba bibe benye yenna binga tare de kiya yam fire beso zeminga bawe encore fobi kwa bawe yo nga fama bawe osusuena yazukui mfa ekini soya abidina ejo musuya mahayina makatili adam dan ikala rawana an kalaria developia zanaman beti zena kwabeti ende fate mayinu akarna min beben ya yimna etozi bi beben ya yim differ ajabe lo bi beben anana binet kan bideka abo de bi kan bin beti fa warba bon bin fam beti et peut voir bon bin petit boulfa et peut voir bega karafa bin petit and zomlo kale tora a bin de santé de zomlo kale tora yena un zone de bin kam un de bin femme petit de bin petit femme de bin zom si zomna zomlo akabina bin petit et je me yamia yo mi lankalate et je me yamina jam kursom lo ko be jodina a kade bi zo e ma mese malade ye boni be yem ti bi ben bi ne zona beti solo adapti itere adapti na table bin bi lo bi ben beti solo a tout le feu baba encore ben bi akwa encore ben bi akwa de zomlo a yeniterna nkwawan aja bibebe ni lebeti nkwawan te onefe nkwabeti nana zomlo a dule ko kala aja bol be feu bagatare ye babzamte be fasido de bagaten gay lo bibebe na beti yemnen ya ndam zaman ami bebe ya yem abui a delona bilo na marchen towa nyanga bife zonete ataya zomlo akabidna lo ne bibe ben beti bi yefena encore ya bien quoi encore te on quoi beti marcheto wa kana bien yede bon no yo no wa mama ba ko mabwa marseille bina vinya baba na english bala bu mo yo and then the yo mete bese manga yenna be lo bo ben en english akore english hala ko fluency ni na fluency ben me yo ne fa fe etiti and me na me wa and then the fluency ben manga yenna ba lo bo ben en fluency
English va comme English, Flesi va comme Flesi, de hommes locaux, les trois canins, Bolbi de Betty, un quoi bien quoi, on de Betty. Bien parti faut canan de Ewan man famo, de Ewan man boulot, de Ewan man yebokwalo, de Ewan man sumo, de Ewan man ton, de Ewan man mentis, de Ewan man ou bien sur la Bible c'est Betty d'un quoi on un quoi Betty. Dans un quoi Betty au bel aboumam. Mami yaman double quoi Betty maintenant abui. De Bolba Carmin Hanna bin Mokum et face dans la colère mina sur le téléphone et on s'est me lamina encore volé. Alors, le son local nous rappelle que nous sommes bêtis et que la langue que nous parlons est la langue bêtis. Mais le problème qui se pose aujourd'hui est que notre langue rencontre beaucoup de problèmes. Notre langue a eu beaucoup de chance. S'il y a des langues chanceuses dans notre pays, le Cameroun, et bien parmi ces langues, il faut bien citer la langue béti. C'est l'une des langues les plus décrites. Il y a eu de nombreux travaux réalisés par les Allemands, suivis par des travaux des Français. Et après les Allemands et les Français, les nationaux eux-mêmes ont pris ce chantier en main. Il y a eu de nombreuses thèses et il y a eu de nombreux travaux pour décrire notre langue. Notre langue est donc une grande langue africaine. Il faut que nous sachions que notre langue est parlée dans de très nombreux pays. Nous la parlons pratiquement au centre, au sud et à l'est du Cameroun, mais elle est aussi parlée dans toute la partie continentale de la Guinée équatoriale. Et elle est parlée dans la moitié du Gabon, c'est-à-dire pratiquement de la frontière du Cameroun jusqu'à l'embouchure du Congo à Libreville. Et maintenant, notre langue montre beaucoup de dynamisme. Elle est maintenant parlée à Saint-Thomé et Principe et beaucoup la signalent en Angola, aux Comores, et nous savons qu'elle est aussi parlée au sud-est de la République populaire du Congo. Donc notre langue est une langue qui est appelée à un grand avenir parce que c'est une langue transnationale, c'est un véhiculaire transnational. Et nous l'avons dit tout à l'heure, notre langue a fait l'objet de beaucoup de travaux. Il y a une grammaire pour notre, il y a des grammaires pour notre langue, ainsi de suite, ainsi de suite. Je voudrais aussi dire que à l'international, l'Académie des langues africaines, dont le siège est à Bamako, a pris l'initiative de faire de cette langue la langue véhiculaire de l'espace CEAC. C'est-à-dire que cette Académie africaine des langues suggère fortement que les Africains de cet espace-là développent cette langue, que cette langue soit enseignée dans nos écoles. Cela montre que notre langue a véritablement de très nombreux atouts. Malheureusement, à côté de ces atouts, eh bien, notre langue montre aussi énormément de faiblesses. L'une des faiblesses de notre langue, c'est cette tendance naturelle à la sissiparité. C'est-à-dire que, alors que notre langue nous appelle à nous regrouper pour la soutenir, pour la développer, eh bien, il y a comme une tendance à la fragmentation, à la division à l'intérieur de notre langue. Par exemple, nous n'arrivons pas à avoir un standard, à standardiser notre langue. Pour qu'une langue se développe, pour qu'une langue prenne son envol, eh bien, il faut que cette langue-là résolve un certain nombre de problèmes. Et le premier des problèmes, c'est qu'elle érige
un de ces dialectes en dialecte de référence. Il nous faut donc, pour notre langue, un dialecte de référence. Il nous faut un standard. C'est-à-dire que lorsqu'on dit au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, au sud-est de la République populaire du Congo, lorsqu'on dit qu'on parle béti, eh bien, il faut qu'on sache exactement quel est le standard. Nous devons donc enseigner le même béti depuis le Cameroun jusque partout ailleurs à l'étranger. Eh bien, nous n'arrivons pas encore à réaliser cet objectif. Nous manquons de standards, en sorte que lorsqu'on lit ou écrit le béti, on réalise que plusieurs dialectes se font concurrence. Par exemple, lorsqu'on est au centre et sud, au centre du Cameroun, on sait qu'il y a une orthographe missionnaire qui existe et qui a aidé à transcrire la Bible, et ainsi de suite, celle qui est couramment utilisée dans les églises. Mais toujours ici au centre, on sait que l'université a adopté une autre orthographe. Donc, rien qu'au centre, il y a déjà 2 orthographes qui circulent. Mais maintenant, si vous allez, par exemple, à côté de Yaoundé, dans les régions comme la région du Sud, on va réaliser qu'il y a une 2e orthographe, un autre système d'écriture qui est en cours là-bas, une écriture missionnaire aussi pratiquée par l'Église presbytérienne, je crois. Et lorsqu'on traverse la frontière pour arriver en Guinée équatoriale, eh bien le système d'écriture change. Les Équato-Guinéens lisent et transcrivent et écrivent le béti, mais ils le font à la façon des Espagnols. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, notre langue est une grande langue, mais dont le péché est cette tendance à la division, à la scisparité. Il y a donc urgence que nous trouvions un et un seul standard afin que notre langue puisse être codifiée et qu'elle puisse être écrite et lue partout, enseignée partout de la même façon. Et pour faire ce travail, nous avons besoin d'une académie. Et donc, je voulais dire que une des urgences qui se pose à nous est que nous puissions mettre en place une académie. Et c'est cette académie qui va, en notre nom, proposer le dialecte de référence. Parce que au centre, Léondo est le dialecte de référence. Au sud, le Goulou est le dialecte de référence. Et au Gabon et en Guinée équatoriale, c'est le Fang qui est le dialecte de référence. Vous voyez que la même langue a plusieurs standards. Et donc, pour que nous puissions donner une chance à notre langue face à la concurrence des langues internationales, eh bien, il y a urgence que nous mettions en place une académie. Et lorsque nous aurons réalisé cette première tâche, alors l'Académie va s'occuper de la standardisation. Il y a de nombreux travaux qui ont été réalisés sur la standardisation au Cameroun. Et ces travaux attendent donc que notre Académie de langue décide du standard. Et dès lors que nous aurons eu ce standard, alors nous pourrions mettre en place un système d'écriture accepté de tous et suivra donc la codification, le développement de notre langue. Ça, c'est la première urgence. La deuxième urgence, c'est qu'on annonce la mort de nos langues camerounaises du Sud pour à peu près l'horizon 2040. Et le béti n'est pas est aussi menacé que toutes les autres langues du Cameroun. Alors, que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est tout le programme que nous venons d'énoncer, bien sûr, mais en plus, nous devons
nous efforcer, chacun en ce qui nous concerne, de parler, d'enseigner notre langue à nos enfants. Nous devons transmettre notre langue, sinon cette langue est appelée à mourir. Et nous devons aussi donner à notre langue l'opportunité de porter la modernité. Comment est-ce que le petit pourrait porter la modernité? Eh bien, il faut que le petit conquiert les masses médias. Je fais un clin d'œil ici à Barbara. Il faut que la radio, le petit soit parlé à la radio, que la presse soit rédigée en petit, que la télévision parle le petit. Il nous faut enseigner le petit dans les écoles. Il nous faut parler le petit autant que possible. Sinon, il est prévu que pour la plupart, les langues africaines meurent à l'horizon 2040. Voilà tout l'intérêt, dirais-je, de l'ouvrage commis par le Centre Kale-Toba. Et je vous laisse le soin d'aller lire par vous-même toutes ces problématiques soulevées par les hommes-là. Et je voudrais une fois de plus réitérer mes remerciements aux gens-là qui m'ont fait l'amitié de m'inviter à cette belle fête. Je vous remercie. Merci pour ce travail. Je voulais demander une fois de plus qu'on applaudisse pour vous, surtout pour le choix fait de parler en langue Ewondo, parce que le décor nous aurait trahi. Merci. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Secrétaire Général, distingués invités, Monsieur le représentant du ministre d'État et de l'Enseignement supérieur, comme vous le constatez vous-même, nous n'aurons pas la deuxième note de lecture en raison de l'absence du professeur Jean Kabimanga, le recteur, qui s'est excusé pour un agenda un peu surchargé. Vous savez autant que moi qu'il occupe d'autres responsabilités qui l'amènent à être sollicité par la très haute hiérarchie du sommet de l'État à tout moment. Je ne voudrais pas en dire davantage. Je voudrais qu'on applaudisse pour tous ceux qui ont pris la parole avant et annoncer maintenant le Zomlo Claude Bertin au Kale-Toba qui nous réunissent l'applaudissement. Avant de lui passer la parole, je voudrais vous aider à répondre à cette question. Qui est Claude Bertin au Kale-Toba? On sait depuis qu'on est ici qu'il est Zomlo, puisque c'est sous ce titre qu'il a été présenté. Je voudrais ajouter que Claude Bertin au Kale-Toba est né il y a quelques années maintenant, en Mofoko, c'est dans l'arrondissement de Bankomo, ancien Douala Yaoundé, à exactement 27 km de Yaoundé. Il a plutôt une formation, en tout cas il a fait des études universitaires professionnelles en banque, finance et monnaie, sanctionné par plusieurs diplômes d'ailleurs, notamment en Est. Il travaille, je n'aime pas prononcer ce mot, mais je suis presque obligé. Il travaille à la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Il a accédé à la dignité de Zomlo dans le clan Bakono il y a quelques années maintenant. Il nous rassemble aujourd'hui à la faveur de son deuxième ouvrage, on l'a dit, Ethnogénèse et onomastique petit, qui est en fait une sorte de prolongement du premier ouvrage qu'il a publié en 2019 sur l'organisation socio-culturelle des Luti et la pratique des rites chez les Bakono. Il avait mis en ensemble un bon honneur sur le rite Mboman. Et nous étions d'ailleurs réunis dans cette salle pour le même exercice. Voilà en quelques mots l'homme qui nous reçoit aujourd'hui, en tout cas l'homme qu'on honore, le Zomlo. Est-ce qu'on peut encore applaudir le Zomlo aussi? Vous avez la parole en tant qu'auteur pour maintenant nous aider
à mieux comprendre votre ouvrage. Ceux qui ont parlé avant vous sont ancrés dans votre pensée, vous servant de vos écritures, professeur Paul Lamoulin, qui a fait la préface, le professeur Olivier la postface, l'anneau de lecture du professeur Bella, ainsi que les représentants de l'édition, qui nous ont aidés à avoir une idée. Mais je dois vous avouer que nous ne sommes pas satisfaits. Nous espérons que votre parole nous permettra d'avoir les motivations, la méthodologie, suivi des éléments qui nous aideront à mieux comprendre les autres outils de la Damawa jusqu'au point de prier. Je vous en prie. Merci. Monsieur le directeur Afrique de connaissances et savoir, professeur Paul Lamoulin, préfacier du livre qui nous réunit pour cette cérémonie efficace. Professeur Achille Elvis Bella, chargé de mission à la primature. Professeur Alexis de Libye, poste préfacé du dit livre. Monsieur le recteur honoraire, professeur Jean-Claude Manga, mesdames et messieurs les invités d'honneur, mes très honorables confrères du corps des lauréats, chers amis de la presse, honorables invités, c'est avec un réel plaisir que nous prenons la parole à la suite des différents intervenants qui viennent de parler avec compétence et autorité à l'occasion de cette cérémonie de dédicace de notre deuxième ouvrage. De prime abord, nous voudrions remercier les invités qui ont répondu présents à cette cérémonie. Nous sommes heureux d'être ici pour partager ce moment avec vous. Je voudrais d'abord vous dire que bien que je sois entouré de professeurs, je ne suis pas professeur. Peut-être je le suis sans le savoir. Mais je suis homme là. C'est pour cela que tout à l'heure, je vais parler en tant que homme là. Les hommes là parlent en utilisant les proverbes, les citations. La sagesse africaine nous dit tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de la chasse continueront à valoriser, à honorer les chasseurs. J'avoue que je dois faire l'honneur des hommes là ici. J'ai un regret, ce que quelqu'un a dit. Si vous voulez cacher une chose à un Africain, il faut la mettre dans un livre. Je vous interpelle à la lecture. Et là, je vais citer un penseur, Descartes, qui disait « La lecture des bons livres est une conversation avec les honnêtes gens des temps passés qui en ont été les auteurs. » Si je prends la parole, c'est parce que c'est un devoir. Sinon, ceux qui m'ont dévancé ont presque tout dit. Quelqu'un d'autre disait, quand deux verbes se suivent, si le premier est conjugué, le second se met à l'infinitif. J'aurais pu me taire. Mais il faudrait que j'ajoute quelque chose à ce qu'ils ont dit. Cet ouvrage fait suite à un premier publié en 2019 et qui parlait de l'organisation socio-culturelle éthique et de la pratique des rites en se référant au cas de l'État. Les travaux que nous voudrions vous proposer aujourd'hui portent sur l'ethnogenèse et le matrique petit. Mesdames et messieurs, cet ouvrage paraît dans un contexte marqué par les fondements du patrimoine culturel
dans nos sociétés au profit des préoccupations d'ordre économique, politique et de divertissement. Ainsi, la plupart des contemporains s'attardent sur des désirs alléchants y afférents. C'est pourquoi il nous a paru louable de questionner les fondements du groupe dit éthique dont nous sommes membres, afin de prétendre reconstruire son passé. En effet, depuis l'arrivée des occupants européens, diverses légendes tentent d'expliquer les origines et la composition des femmes petites. Nous en citerons deux qui reviennent de temps en temps dans les discours et même dans les travaux de certains de leurs auteurs. La première considère Afilkara comme l'ancêtre commun du groupe Paon. La seconde tradition révèle que les Bétis descendent des Nanga. Face à ces légendes controversées, d'autres chercheurs voient dans l'unité de l'ensemble paouin l'expression d'une ère culturelle et linguistique. C'est pour concilier les thèses orales et écrites que nous voulons remettre à l'ordre du jour ce sujet qui porte sur l'ethnogenèse et le nomatique petit. Cette étude permettrait ainsi de relever les éléments constitutifs de ce groupe et de traiter du phénomène de migration des populations de la savane et de la forêt qui y sont concernées. Leurs pratiques linguistiques et leur organisation socio-culturelle et politique sont autant de critères qui permettent de les distinguer des autres groupes. S'agissant spécifiquement des Bétis, cette recherche se propose de revisiter le domaine de l'onomastique ou étude des noms propres, en vue de revenir sur le débat qui porte sur la désignation de l'ensemble du contenu linguistique paouan. L'ensemble du travail s'utilise en trois parties. La première partie s'intitule Études préliminaires sur les groupes conquérants du septentrion et la découverte des proto-outils au sein des populations du Grand Mât. Elle comprend quatre chapitres. Le premier chapitre pose le problème des principaux groupes conquérants. Le deuxième parle spécialement des routés. Le troisième vise principalement à identifier les groupes bâtis. Le quatrième, enfin, évoque les autres groupes habitant la rive droite de la Sanaga. La deuxième partie porte sur la formation du groupe éthique, mélange des peuples ayant franchi la Sanaga et se trouver sur place. Elle comprend 5 chapitres. Le premier chapitre analyse le déferlement des bâtis et des paouans sur la rive gauche de la Sanaga. Le deuxième présente sommairement les femmes. Le troisième fait le point sur la formation du groupe Béti. Le quatrième évoque l'organisation sociopolitique des Béti et le cinquième rappelle quelques principes fondamentaux caractéristiques de ce groupe. La troisième partie se penche sur le nomatique chez les Béti ou le Fang, analyse des symboles et controverses scientifiques. Elle s'articule autour de 4 chapitres. Le premier chapitre présente l'étude des noms propres des personnes en toponymie chez les Bétis. Le deuxième traite de la toponymie, ou l'étude des lieux. Le troisième fait une esquisse du système de dénomination des groupes chez les Bétis. Et le quatrième, enfin, énumère les incohérences méthodologiques de l'onomastique du groupe Bétis ou le Fang. Afin d'apporter des éléments de réponse à nos interrogations sur les origines et sur le nomatique Béti, une approche à 3 points a été retenue. Les enquêtes auprès des détenteurs de la culture ancestrale, la triage, la recherche documentaire et l'observation participant des cérémonies traditionnelles et de la culture Béti. L'intérêt de cet ouvrage, c'est de relancer le débat sur les origines des peuples face à la diversité des gens qui prétendent les situer. L'objectif de cette étude est d'identifier le peuple Béti. Dans quelles circonstances est-il formé? Sur quelle base peut-on le reconnaître? Comment s'est-il formé? En quoi l'ethnogenèse a-t-elle un impact sur le nomatique chez les Bétis?
Quel nom doit-on retenir pour désigner l'ensemble de type ou de femmes? En guise de conclusion, une mosaïque de peuples d'origine diverses, descendus du septentrion, s'est établie sur la rive droite de la Sanaga. Certains ont eu en commun la langue bati. Les membres de ce groupe demeuraient sur la rive droite de la Sanaga, auxquels on a associé les résidus lignagés Veleux et Babek du même site, se sont vus attribuer par l'administration coloniale le nom Sanaga. Par contre, ceux qui ont traversé la Sanaga ont pris l'appellation de Beti. Ils pratiquent désormais des dialectes d'origine parune. Dans la zone du Grand Bam, les Bati ont cheminé avec les locuteurs Paouan, les autres Bamois, les Bassars et les Bakoko. Cette cohabitation a donné lieu à des écamouches, des échanges et des mélanges entre les différents groupes. Mais tous étaient de plus en plus déstabilisés avant l'ère coloniale par les chasseurs d'esclaves, notamment les Baré Tchama, puis les Voutés, eux-mêmes bousculés par les Foulbés, qui les contraignaient à traverser le Bam et surtout la Sanaga. Ainsi, contrairement à la thèse généalogique qui prétend que les Bétis descendent d'un ancêtre commun dénommé Nanga, ou bien celle qui fait d'Africa l'ancêtre des Paouans, ce peuple rassemble plutôt tous les pratiquants de la langue parune, côté A66. Et comme nous l'avons fait observer dans notre premier ouvrage, ils comprennent les membres des groupes Bati, Yambasa, Lassa, Bakoko, Babek, Bouté, Tika, Maka, Baya, Fam, etc., qui ont d'abord occupé la zone de la Mésopotamie camerounaise, entre la Sanaga et les Noms, puis ont poursuivi leur marche vers la mer. Ainsi, du vogue à l'ethnie ou même à la nation, ce n'est pas uniquement le bien de sang qui conditionne la formation des regroupements humains. Ils sont également élaborés par d'autres facteurs socio-culturels et des contingences historiques. Diverses thèses alternent en vue de proposer un nom commun. On a eu Pangé, Paouan, Femme, Femme Boulou Beti, Beti Boulou Femme, Femme Beti, Beti, Femme, Beti. Une nouvelle génération d'auteurs a mis à la mode le terme Ekan pour inclure dans un même ensemble les sous-groupes Boulou, Beti et Femme. Mais ce terme ne rassemble pas déjà tous les Paouans typiques d'Africa, puisqu'il ne concerne que le sous-groupe Femme. Finalement, le rapport entre les notes genèse et le natif petit est celui de son contenu et son contenant. Le contenu est constitué de l'ensemble des populations d'expression païennes qui peuplent les pays de l'Afrique centrale, tandis que le terme petit serait ainsi considéré comme son contenant. Cette recherche nous a finalement conduit à la lémonymie du groupe d'expression païenne. Ainsi, la langue petit, ou encore le petit, va devoir être celle qui désigne la langue du groupe. Nous vous remercions de votre aimable attention. En guise de résumé de cet exercice, notamment le dernier avec le zone lui-même, c'est que Petit, selon lui, en tout cas dans l'ouvrage qu'il commet, c'est plutôt nous tous qui avons pour langue la langue parune, que le professeur Achille Denis Bella, excusez-moi professeur, merci professeur Achille Bella, parle comme langue Ekan. Et je pense que c'est ça qui ouvre le débat et qui matérialise même la portée de cet ouvrage. Est-ce qu'on peut encore applaudir ces zone Charles Mbele. Il y a exemple fort. En
véhiculé dans le cadre de l'effacement à l'école normale supérieure. Maman madame Kwali Okak, un bel bateau, et tout sous à une un petit au calé toi à Boulou, à Boulou, à Mou, essayer à porter une femme, essayer, voilà dit, mais c'est là oui. Macarena dans le bon, la home dans ma bouche. Et dit ben, Maïna, anti au calé toi, son loi. Merci ou Manussi. Wakarakara Bona, Batwap qui, son loi, a une vote. Aïmaïe. Ezali ya batom lo et zo excusez batom lo et zo et dit là na ima yenge il y a batom qui boit et il vote ils ont des ambo un fille il y a banga boina itumina abonina vote dans la bouche mokona etimasi Dona Alimachera, le moment de soit l'homme, quand les trois cannes nous ouillent, quand nous y a des cannes, et l'herbe. Mais comme les caravanes, quand les autorités, en avait pour nous, nous matin, nous il y a canard, à Zabal. Donc, on est qu'on est vraiment barbares, oui, mais on va donner l'eau du vent, on la salle. Nous sommes les gars qui ont dans mais il table. On va pas mettre table là pour il y a moi là, il carre avec de quoi là, on laisse il carre pour être. Nous va être table là, on va mettre table mais si les gars là, on va carre là. Gudi ne we swal moda matila kala ya o manti jila ile na na wa swal chinu suri nyumba utina na iwe kwa ya asuna la o bana uswal da uno ko we ba ite maka wasilla mata mata ko mo ba yebo mo na wa bila choma menang. Il a qui bon pinal il faut passer il cala la bonne la bande nous devons passer le limite pour bêter pourquoi mon signal a bien le comme le coup pour le wababa au bout de la c'est le bon il ne quoi tu peux pas au bout de ce mois le petit dans le quality ou dans bon là tu me fais tomber au point d'arrêter mon ressort au bout. Si il est d'accord, on te rend compte de la vie, on te prend dans le petit, qu'il va mettre tout son. On te rend dans le carré au revoir où il est son, il s'est gagné au bout de la peau. Ma vana, assuna, ou robayana, il n'a rien au bout. Peut-être qu'à quoi il tourne. Il s'est dit, il y a apprécié. Donc, modérateur regarde où je suis un tio calibore, calitoa a et à Miss la publicité de ta maya, et toi nous, il s'en igual. Ok. Alors, je vais commencer par, nous allons chacun donner un point de vue, hein, c'est des points de vue sur les différentes questions qui ont été posées. Point de vue vraiment au sens littéral, c'est-à-dire le point à partir duquel on a une vue. Et je commencerai par la question de monsieur le professeur Mbele Charles Romain, qui m'inspire une réflexion. Elle peut ne pas être acceptée
mais c'est une réflexion sur le terme Zomlo. C'est un terme qui est polémique et qui est idéologiquement péjoré. Et je parle en tant qu'anthropologue, et il y a une sous-spécialisation de l'anthropologie qu'on appelle la linguistique, donc qui s'intéresse aux questions de langue, rapport entre la langue et la culture. Et en anthropologie petit, nous connaissons ce qu'on appelle les noms-titres, c'est-à-dire les noms qu'on donne pour donner des titres, pour attribuer des titres à certaines dignités traditionnelles. Le professeur Mbele, quand il a commencé à désigner l'auteur, il a dit Nti à l'Etoba. Donc Nti, on connaît Nti chez les petits. On connaît Assouzwa. On connaît d'autres noms. Mais Zomlo est d'apparition récente. Avec beaucoup de connivence avec l'époque coloniale. En réalité, il y a une thèse qui n'est pas très éloignée de la vérité, qui voudrait que le Zomlo soit l'appropriation petite d'une expression qui avait cours pendant la colonisation. Et vous savez, l'une des caractéristiques de la colonisation, une caractéristique mortifère de la colonisation était la collecte de l'impôt. Et parmi les personnes qui collectaient les impôts, il y avait ce qu'on appelait les hommes de loi. Et progressivement, c'est devenu hommes-loi. Hommes-loi, on est parti de hommes de loi à hommes-loi et maintenant à Zomlo. Et ça fait que je partage la préoccupation de monsieur le professeur sur le mode d'accession à cette dignité entre guillemets. Donc voilà un peu la réflexion que m'inspire la question qu'il pose. Quel est le mode d'accession? On sait à Souzoua, il y a le Gunguma, on sait le Ndjoy, on sait le Ti, on sait, etc. Donc voilà, monsieur le professeur, je n'ai pas de réponse tranchée, c'est juste une réflexion voilà. Maintenant, les préoccupations de monsieur Undigi Awono, Jean-François, dit bon, comment se fait-il qu'un financier à la base soit devenu du jour au lendemain anthropologue, linguiste? Je dirais que, en réaction à cette préoccupation, que M. Okala Etoba a fait preuve de beaucoup d'humilité. Il est venu à l'université, dans les milieux universitaires, et puis il s'est entouré, je peux dire, des savants dans ce domaine-là, qui l'ont accompagné. Donc il y a un accompagnement, il y a un adoubement, et c'est ce qui se fait, même avec les travaux universitaires. Lorsque nous recevons des étudiants, ils sont des néophytes dans toutes les sciences que nous pratiquons, et l'académie les accompagne. C'est pour ça que les travaux de recherche se font toujours sous la direction d'un professeur de l'université. Donc je crois qu'il a eu cet accompagnement-là qui donne suffisamment de crédit à son travail. De deux, lorsque vous entendez parler de l'anthropologie, le savoir de l'anthropologue, contrairement aux autres savoirs, peut-être le savoir des philosophes, qui sont là dans la salle, le savoir des philosophes est dans les livres. Le savoir des anthropologues est sur le terrain. Le savoir. Donc, lorsque moi-même je vais mener, je vais sur le terrain, et ce que je vais rencontrer sur le terrain sont des dignités traditionnelles, des savants traditionnels comme M. Okala Etoba. Et dans le champ de l'anthropologie, je vous assure, il y a des chefs-d'œuvre de sciences qui ont été produits avec les savoirs des savants traditionnels comme cela. Et je voudrais citer à titre d'exemple une référence bien connue du professeur Libi et du professeur Bela. Ogotameli, c'est un Dogon
Et il a permis de rédiger un chef-d'œuvre en anthropologie qui est resté très classique, Diogo, Marcel Criol. Marcel Criol, le père de Geneviève Calam Criol, qui était une linguiste. Et maintenant, il y a une question sur la méthodologie. Et je crois que le monsieur Okaïtoa a utilisé des expressions. Quand il dit, j'ai fait l'observation directe, j'ai fait l'observation participante. L'observation participante sur technique. Bon, peut-être qu'il n'est pas entré dans les détails. L'observation participante suppose que vous êtes sujet et objet de l'étude. Par exemple, si vous voulez étudier les cestes, ou bien les cestes, disons-le comme ça, par observation participante, vous commettez les cestes. Vous commettez les cestes. C'est en commettant les cestes que vous comprenez mieux le phénomène. Et personne ne peut nier à M. Okaïtoa sa qualité, son appartenance au groupe petit. Donc il s'est étudié lui-même, et je crois que cela a été mis en relief ici là par le professeur de l'Archile. Il étudie lui-même sa communauté. Donc il étudie un phénomène en prenant part à ce phénomène-là. Maintenant, la troisième préoccupation de M. Outigui, quelles sont les preuves d'interculturalité qui valident la qualité de ce travail? Est-ce que nous avons les vestiges? Est-ce que nous avons un matériau qui peut nous permettre de dire que les petits existent en dehors des sites sur lesquels ils sont implantés, sédentarisés actuellement? Je dirais oui. Il existe des vestiges. Si vous prenez un champ comme les anthroponymes, c'est le nom des personnes, des anthropos, des êtres humains. Vous avez les noms, si on vous dit Atanga par exemple. Atanga, on le retrouve en dehors de l'aire culturelle petit. Et si on vous dit Ndong, vous voyez le général Aka Robinson Ndong, celui qui a commandé les troupes lors du Delta, il s'appelle Ndong. Il est du nord-ouest. Vous avez Okié, Caroline Okié, c'est une journaliste de la scientifique, qui est. Voilà. Il y a des exemples. Vous avez Zouaouli Abraham. Il est Moundam de l'extrême nord. Chaque fois. Au-delà du Cameroun, vous avez les œufs au Brésil. Vous avez les balas au Brésil. J'en parle parce que je suis l'un des coordonnateurs scientifiques du projet d'inscription du site camerounais de Dimbia au compte du patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous allez au Brésil, au Guatemala, en Argentine, vous allez voir l'architecture traditionnelle de chez nous. Vous allez voir les rites de chez nous parce que l'un des critères d'élection au patrimoine mondial, c'est le rayonnement mondial, le rayonnement planétaire. L'alimentation, c'est vraiment. Bon, si on prend des toponymes, des ethnonymes, on vous a dit les Chicas, on les retrouve en pays bambiqués, les femmes, les Bogani, je ne sais pas, les Isolés, il y a un faisceau d'arguments. Donc, si on prend, et là je vais sortir par là dans cette catégorie, lors du Festival des Arts Nègres de Dakar en 1966, voici les danses de la région des Grasses-Villes. Et la région des Grasses-Villes comprenait l'actuelle région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Voici les danses qui avaient été inventoriées dans cette région-là. Samba, une danse, une autre Asamba, une autre Ndjam, une autre Mendjam. Ça, c'est les danses du pays bamileke. Mais quand on dit Samba, le petit comprend ce que c'est. Quand on dit Asamba, le petit comprend ce que c'est. Quand on dit Ndjam, c'est le pluriel de Ndjam. Donc je crois que des exemples comme cela, on peut les citer à l'infini. Maintenant, la dernière réponse, pourquoi s'être arrêté au niveau de la Tamawa? Le titre le dit clairement. Il dit ethnogenèse. Ethnogenèse. L'ethnogenèse, c'est quoi? C'est l'origine du point de vue des ethnos, c'est-à-dire du point de vue des groupes eux-mêmes. Donc, vous voyez que l'ethnogenèse n'a pas la même profondeur historique que l'histoire. Parce que lorsqu'on va faire l'histoire de l'origine des petits, on ira plus loin.
Et lorsqu'on va faire l'archéologie de l'origine des petits, on irait également plus loin. Donc je crois qu'il y a un niveau de gradation, un niveau de profondeur historique. L'ethnogenèse n'a pas la même profondeur historique que l'histoire ou bien l'archéologie. Donc voilà vraiment très modestement ce que je peux dire en réaction aux questions qui ont été posées sur le œuvre-là. Bien, moi je voudrais m'intéresser spécifiquement à la question du professeur Charles-Romain Mbele, la question portant sur le vote, sur l'élection du Zonglor. Je voudrais dire deux choses. D'abord que l'intérêt de cette question me semble-t-il repose dans le fait que le professeur Mbele soulève la question de la aujourd'hui nous parlons de la démocratie. Il s'agit de la question de la démocratie et je crois que Mbele n'a pas voulu le dire clairement, mais Mbele a voulu dire que le choix du Zonglor remet au goût du jour la démocratie dans la société traditionnelle. C'est-à-dire que l'Occident nous pousse à un modèle démocratique unique, un modèle reposant sur le vote. Eh bien, notre démocratie bantoue et particulièrement Béti, puisque nous parlons ici de Béti, est une démocratie directe. Chacun de nous sait que dans chacune de nos communautés, chaque fois qu'un problème s'est posé, eh bien, on a tout de suite convoqué la palabre et au bout de la palabre, tout le monde avait droit à la parole. Et ceci me permet d'arriver à la question qui vient d'être débattue sur le Zonglor. Je crois qu'avant de contester le concept même de Zonglor, il vaut mieux peut-être aller bien lire le Zonglor, parce que lui-même a évoqué toutes les autorités dans la communauté. Et le Zonglor a bien indiqué que était Zonglor le gardien des traditions. Les Zonglor sont des gardiens des traditions. Et il faudrait que nous allions bien vérifier que Zonglor ne soit connu que depuis la colonisation, depuis les collecteurs d'impôts et autres. Je crois que nous devons être ici très prudents et que nous devons aller lire attentivement le Zonglor Kala et voir toute la hiérarchie des responsabilités qu'il nous donne. Et je crois que le stade suprême de la responsabilité chez les petits, c'était justement le titre de Zonglor, c'est-à-dire le gardien des traditions. Et justement, comment est-ce qu'on arrivait à cette distinction de gardien des traditions dans notre société traditionnelle? Eh bien, ça ne se passait pas comme aujourd'hui avec la fameuse démocratie occidentale, le vote, ainsi de suite, ainsi de suite. Eh bien, on n'allait pas, il n'y avait pas d'élection, on n'allait pas au vote. Et ce n'était pas héréditaire. Le gardien des traditions n'hérite pas de cette garde des traditions d'un ancêtre, d'un père, non. Et le gardien des traditions, le Zonglor qui nous concerne aujourd'hui, ne faisait pas l'objet d'une élection. On ne convoquait pas la population pour dire aujourd'hui, comme notre Zonglor est décidé, il nous faut un nouveau Zonglor, alors nous allons organiser tel ou tel jour un scrutin. Je crois que nous sommes ici face à un problème de modèle différent de démocratie. Comment la communauté Béti, la communauté traditionnelle était-elle gérée? Eh bien, celui qui était encadré des traditions faisait l'objet d'un choix minutieux. Cela se faisait dans la durée. Il y avait des consultations ici et là. Et ce stade suprême de notre organisation sociopolitique n'a donc rien à voir avec la démocratie qu'on nous impose, qui nous vient de l'extérieur.
et qui procède par le scrutin, par les élections, par le vote, eh bien, il y avait des consultations interminables à tous les niveaux, d'une part, et d'autre part, on excluait l'hérédité, on n'héritait pas de ces titres-là, et d'autre part, il n'y avait pas de campagne. Il n'y avait pas de campagne électorale. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut être son-lord qu'il entre en campagne et cherche un fan club. Non. Ce que je voudrais dire au moment de conclure, c'est que ce que j'ai compris dans la question de Charles-Romain Bellé, c'est que Charles-Romain Bellé voulait que le Zomlo lui-même rappelle ici que nous avons tort de nous engouffrer, tel que c'est le cas aujourd'hui, dans un modèle de démocratie qui est injuste. Il faut quand même rappeler à l'assistance que Guidela, un des plus grands assassins au monde, a été élu. Et ils sont nombreux des assassins comme Guidela ou d'autres dictateurs qui ont été régulièrement élus. Et donc le modèle occidental de démocratie doit être questionné. Nous devons questionner ce modèle. Et c'est ce que moi, personnellement, j'ai compris dans la question du professeur Charles-Romain Bellé. C'est-à-dire que le professeur Charles-Romain Bellé voulait que le Zomlo de quartier des traductions nous rappelle ici qu'il y a démocratie occidentale et démocratie en tout don petit, et qu'ici, le plus grand responsable de notre communauté traditionnelle, le Zomlo, ne va pas à l'élection. Eh bien, il est porté par toute la communauté à travers des consultations interminables. Il n'hérite pas cela de son père et lui-même ne va pas en campagne. C'est ce que je veux. Bien, merci. Mesdames, Messieurs, je suis dans l'obligation de vous annoncer une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Nous allons mettre un terme à cette séance, à cette cérémonie de dédicace. Le chemin reste encore long, la dédicace proprement dit, et puis il y a certains qui doivent repartir avec des impératifs. Mais je voudrais donner la parole aux hommes en dernier ressort. Le débat se poursuit par l'initiative que nous avons lancée à la faveur de cet ouvrage. Le professeur Abouba avec bien d'autres sur ces questions. Ce que nous faisons derrière à la page la région du centre, le mardi, au journal de 20h, nous avons commencé ces séries de mélange de ce débat va se poursuivre. Mesdames, Messieurs, merci d'accepter de mettre un terme plus à cet échange. Zomlo Thomas, vous avez le dernier mot. Je vous en prie. Merci. Je voudrais que nous faites. Parce que les hommes interviennent souvent en dernier ressort. Après le SILAO. Cela dit, je voudrais revenir sur l'organisation politique des petits. Je voudrais faire une distinction sur l'organisation géographique et l'organisation politique proprement dite. Au départ, nous avons ce qu'on appelle le MBOC, c'est-à-dire la résidence d'un fondateur. Dans la résidence, le fondateur a sa maison qu'on appelle la bar. Celle de la femme, c'est Da. Et comme c'était l'organisation polygamique, il y avait un ensemble de Nda avec un seul là-bas. C'est dans le Nda qu'on prépare la nourriture. C'est dans le Nda qu'on fait les enfants. La femme a dans le Nda ses enfants, ses esclaves, les prisonniers et tous les instruits, et parfois même son concubin. Cette population-là, on l'appelle Dabot.
C'est pour cela que le terme d'abord ne cadre pas avec le mot français. Famille. C'est dans la famille, il y a quand même le père, la mère et les enfants. Mais dans le d'abord, petit, il n'y avait pas l'homme fondateur. À côté de nouveau, il y a l'ensemble des enfants qui sont dans le groupe, comme la Yomot. Et il y a un ensemble de melons, un certain nombre de melons qui suivent l'arbre généalogique jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du clan qu'on appelle Ayon. C'est là que finit l'interdit d'inceste. Et là, on reste dans l'Hongkong. L'Hongkong, c'est une zone entre les cours d'eau. Au-delà d'un pont, on a ce qu'on appelle le Nam. Le Nam est habité par les clans qui se marient. Maintenant, au niveau de l'organisation, le fondateur est le responsable de son corps. Au niveau de la langue supérieure, il y a le Bintou, qui est l'aîné. Il peut ne pas être le camp, mais c'est à lui qu'on pose, qui doit s'expliquer au nom du lignage. Il est le chef du lignage. Après le Bintou, il y a le Joe. C'est un Joe qu'on fait le sable. Le Dieu est le principal gardien de la tradition. Il doit avoir entre autres le chasse-moufle pour ma tribu, le bâton de commandement. Il doit avoir le sac, et dans ce sac-là, il y a un certain nombre de choses qu'il garde. Et quand il meurt, son successeur hérite de ce sac. Donc, moi, j'affirme ici que le Njo est le gardien de la tradition. Au-delà, au-dessus, à côté du Njo, on désigne un Tibuto, c'est un Njo, mais sa charge est temporaire. Quand il a changé, il redevient simple Njo. Au-dessus du Njo, il y a le Zomlo. C'est le Zomlo est d'abord un Njo, mais il maîtrise la pratique des rites. Le grand rite petit, c'est le sceau. Vous allez consulter ceux qui nous ont précédés. Henri Ngois, la ville Torah de Nicolas Sangari, tous savent que le Zomlo a été le président national. C'est lui qu'on allait appeler quand il fallait organiser le sceau. Il ne relevait pas essentiellement du clan. Il dépendait du Niam. Au-dessus du Zomlo, il y a le Mungan. Le Mungan garde le pays. Il doit avoir un ensemble de noms, de Mayans. Il doit avoir les tocs. Et il doit avoir les Moukouk, c'est-à-dire les génies. Donc c'est lui qui garde le pays. Quand le pays va mal, on le consulte. Parfois, il assiste quand on fait le sable aux autres. À côté de Ngam, il y a celui qui avait ce qu'on appelait le Mompita. C'est à lui qu'on faisait le coup quand il y avait la guerre. Au-dessus de tout ce monde, il y a le conseil des familles, qu'on appelle les Siena. Voilà l'organisation sociopolitique de petit.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Avec l'arrivée des occupants étrangers, on a combattu cette organisation. On a créé, à côté des hommes là, 2 institutions. L'honneur de l'ordre, le catéchisme, et le chef administratif, qu'on a appelé Boukouma. Mais j'ai oublié de vous dire que le Boukouma, c'est un tombe qui a beaucoup de population sous sa responsabilité. Il y a beaucoup d'Akouma. L'Akouma, c'est les hommes. Maintenant, le chef administratif, ou bien la chefferie administrative que nous connaissons aujourd'hui, est une création européenne. Parce qu'on a copié ce qui se passe dans le septentrion et qui est arrivé à l'ouest. Parce que je crois que ça s'arrête à l'ouest. Dans le littoral, ce ne sont que les côtiers qu'on a appelés les Kim. Et c'est pour cela que vous voyez qu'il y a du céphalisme à la tête de l'organisation politique chez les petits. Les petits n'ont pas reconnu cette chefferie-là. Je crois que chez nous, le premier à avoir la chefferie, c'était celui-là. En contrepartie des terres qu'il avait données, on lui a offert cette charge-là, au détriment de son frère Nambelila, qui était le chef de famille. Et cette chefferie-là a encore des problèmes parce qu'on a déstabilisé l'organisation sociale des petits. Aujourd'hui, nous sommes au retour aux sources. C'est là que vous voyez que nos hommes lauréats se réveillent. Maintenant, comment on choisissait les hommes lauréats? Il y avait 2 démarches. Soit le détenteur choisi parmi ses suppléants, celui qui est le pléant. Il n'y avait pas de vote. Et quand il meurt sans choisir, des anciens, quelques anciens, c'est ministres, et ils décident du choix des hommes là. Il y a une démarche, on doit faire le sable. Donc, pour dire vrai, c'est le chef administratif de créer les ordres auprès de sa tâche. Moi, je dis même souvent qu'on doit les arrêter parce qu'ils sont auxiliaires de l'administration. Le chef traditionnel, dépositaire des traditions, c'est le zone là. Avec l'ordre de considération, j'ai l'impression que ça ne s'est pas encore fait. Beaucoup de groupes ont oublié nos honoraires. On va dans certaines régions, chez les petits, il n'y a pas de zone rouge, il n'y a que du tout. Parfois, c'est l'enfant qui vient faire le prononcé d'idée. Alors qu'on dit chez les petits qu'un enfant ne peut pas taper le cancan dans la fête où la population est nombreuse. Pour finir, j'ai dit les homologues existent chez les petits et ils ressemblent au mort chez les bassins. Le problème de l'organisation se pose aussi et se pose également là-bas. Sing it,